Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture, donc 7 jours 7 livres. Alors en réalité ce n'est pas 7 jours 7 livres, c'est 7 jours durant lesquels j'essaye de lire le plus possible, en sachant que donc je vais alterner plusieurs lectures. Je pense qu'on va partir sur le général. Le général, c'est que j'avais envie de lire des livres un petit peu étranges et ça ne fait pas partie de mes piles à lire, que ce soit annuel, favori, booktube et de ma pile à lire printemps. Ce sont les 3 pales que je me suis donné le droit de réaliser cette année. Je veux lire la totalité de ce qui se trouve à l'intérieur. Donc pour me respecter un petit peu et respecter les engagements auxquels je suis censée me soumettre, pour justement balayer un petit peu cette pile à lire, ces piles à lire que j'ai souhaité constituer et qui me correspondent toujours, je vais donc pouvoir lire 3 formats différents sur cette semaine. Je sais pas si ça va être très clair. Donc je peux lire des services presse déjà, parce que j'en ai reçu un certain nombre qu'il faut que j'avance. Et il y en a certains qui me font envie de par leur simplicité, leur caractère, je dirais, peut-être un petit peu plus doudou, un petit peu simple. Je pense que ça va bien contrebalancer les lectures de gros classiques que j'effectue, donc qui sont constituants de mes différentes piles à lire, et ensuite les ouvrages étranges. Donc pour aujourd'hui, puisque commençons par le jour 1, mon challenge c'est de terminer le recueil que je vous mets ici de Shirley Jackson, qui est un recueil. Alors le recueil en lui-même n'a pas de nom, en réalité il reprend l'appellation d'un titre de l'autrice qui est donc La Loterie, qui est une nouvelle qui l'a fait connaître à l'époque. Il me semble que c'est sa nouvelle qui a le plus de poids, si je puis dire. Et donc j'ai déjà effectué la lecture de cette nouvelle-ci, qui est l'ouverture même du recueil. Je l'ai trouvée assez sympathique, il y avait un côté un petit peu progressivement anxiogène. En réalité, j'ai trouvé que sur les récits courts, pour l'instant, en tout cas de ce que j'ai lu, puisque j'en ai lu 3 je crois, hier soir, je trouve que Shirley Jackson parvient à manier les mots avec bien plus d'aisance que dans un texte long, c'est-à-dire que je trouve que les choses sont relativement bien écrites, ou tout du moins relativement bien traduites, et que le côté immersif n'est pas minimisé par la brièveté des textes. Donc je l'ai toujours dit et je le pense, pour moi être un bon auteur de nouvelles, ça fait partie des choses qui sont très difficiles et qui demandent une technique assez folle et une imagination très structurée. La seule chose que je dois préciser pour l'instant dans ce que j'ai pu lire, qui me déstabilisait à l'initial mais ça va un petit peu mieux, c'est que dans ces textes-là, tout du moins encore une fois dans ce que j'ai pu fréquenter pour le moment, Shirley Jackson se donne le droit de ne pas donner d'explication aux événements qui peuvent se dérouler. Donc on reste parfois sur quelque chose de très ouvert, ce qui peut être déroutant pour un lectorat qui s'attend à avoir des réponses claires, construites et je dirais qui ne peuvent pas être discutées. Ça, vous n'aurez pas ça dans ce recueil. Mais pour le moment, pour moi qui n'avais pas aimé La Maison hantée, j'avais trouvé ça un petit peu fouillis, peu clair. Je trouvais que le côté atmosphérique était balayé au profit d'une espèce d'impression de roman d'enquête, tout en même temps, en exposant des espèces de codes du spiritisme à l'époque, mais de manière assez maladroite et pas très ingénieuse à mon sens. Là, on est vraiment sur quelque chose qui m'embarque, que je trouve très intéressant, donc c'est top. Voilà. Donc, ça c'est pour le recueil de Shirley Jackson. Mais je l'ai bientôt... Enfin, j'en ai lu 3, mais ça se lit extrêmement vite, donc je pense qu'en fin de matinée, ce sera terminé. Je souhaite ensuite, donc pour répondre à la consigne de terminer donc ma pile à lire... Enfin, pas terminer, mais bien poursuivre en tout cas aujourd'hui, je suis désolée, mon manque de clarté, mais c'est terrible, je me trouve insupportable. Donc, comme je vous le disais, je souhaite avancer dans ces piles à lire que j'ai pu constituer. Il me reste 100 pages dans La Recluse de Whitfell Hall. 100 pages que j'ai très envie de lire parce que j'adore je trouve que ce titre est absolument incroyable. Je ne comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler et que, je dirais, sa notoriété ne soit pas au même rang que d'autres titres. Je peux pas m'empêcher de penser au de Hurlevent.
c'est tout aussi intéressant. Moi, ça me parle plus, même si j'aime beaucoup Léo de Hurlevent. C'est certainement un de mes classiques favoris. Mais je trouve qu'il y a quelque chose dans La Recluse de Whitfell Hall en fait, qui se démarque, qui se dégage de cet aspect un petit peu mystique, ésotérique qu'on va avoir dans Léo de Hurlevent et de transgression morale par tous les protagonistes. Là, on est sur quelque chose qui met en avant une femme qui est qui est pieuse à un point assez incroyable et qui se démène pour que son mari conserve une part de bonté dans ses habitudes, dans ses attitudes et même dans ses agissements. Je trouve que vraiment c'est impressionnant. En plus, on a ce récit enchâssé qui est beaucoup plus clair que dans Léo de Hurlevent. Donc même d'un point de vue purement formel, je le trouve vachement accessible, celui-ci, comparativement au de Hurlevent, encore une fois, si je fais le parallèle. Et voilà, enfin, pour l'instant je vous en dirai pas plus parce que je réserve donc un avis très détaillé pour l'avis lecture du mois de mars, mais puisque nous sommes le 30, mais en réalité je l'aurais terminé aujourd'hui, donc, et puis je l'avais commencé il y a un petit moment, donc la majeure partie de ce titre-là a été lue en mars. Donc très bonne lecture pour le moment. En parallèle de ça, donc vous le verrez, il sera pas sorti je pense que cette vidéo arrivera avant. Je me lance dans la lecture des Misérables. J'ai 2 découpes possibles. Je l'explique dans le vlog des Misérables, mais en gros, donc vous voyez, hein, j'ai 2 codes post-it couleur. Alors attendez, hop, le focus se fait pas. Donc le gris, c'est si je pars sur un rythme de lecture de 1 mois pour les 2 tomes. Le orange pour l'éventualité de le lire sur 1 mois. Donc, alors attendez, 2 semaines c'est le gris, pardon. Je me fatigue moi-même. Donc le gris c'est 2 semaines, le orange c'est 1 mois. Donc cette découpe elle va me permettre quand même de jongler un petit peu d'un jour à l'autre en fonction de ma capacité à lire du temps de lecture que je peux octroyer aussi aux Misérables et aussi de mon envie, tout simplement parce que je ne souhaite pas me formaliser au point de me dégoûter de certaines lectures. Je pense que ça n'a pas grand intérêt, d'autant que là je vais avoir pas mal de temps pour lire et je n'ai pas envie de me priver de cette activité, bien au contraire, mais par contre je veux pouvoir être capable de jongler avec les choses sans m'imposer de les finir sous prétexte que j'ai dit qu'il fallait nécessairement que ce soit le cas. Voilà. L'autre lecture que je vais commencer donc aujourd'hui, c'est celle-ci, c'est Pirates, Magie et Crème Fouettée. Comme je vous le disais, je vais un petit peu avancer mes services presse. Ça, c'est un titre que j'ai reçu, donc je crois que je vous l'ai déjà présenté en book haul. Je pense que le book haul sortira avant cette vidéo. Ici, on suit donc Esteban qui est un apprenti mage qui va donc être kidnappé par des pirates. À la tête du bateau, on a Louise qui est ici. Et voilà, bon, c'est une histoire d'aventure, etc., avec une petite romance. Et avec mon copain, lorsque je l'ai reçu dans une box, etc., comme en ce moment on regarde le live action de One Piece, pas pu m'empêcher de faire un rapprochement entre les protagonistes sur la couverture et des personnages de One Piece. Voilà, donc dites-moi s'il en va de même pour vous et faites-moi des pronostics. D'ailleurs, je me suis dit quelque chose parce que comme encore une fois je vais avoir du temps là, je me suis un petit peu remise à l'écriture d'un roman de fantasy que j'avais commencé, et en ce moment je suis très 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 inspirée par justement le caractère maritime, ou alors les récits qui sont très littoraux dans les climats proposés, dans les ambiances, dans tout l'aspect sensoriel qui va se dégager de ces textes-là. Et j'ai très envie de partir sur une histoire de pirates. Donc je pense que je me lâcherai un petit peu après la lecture de celui-ci, parce que je me rends compte qu'on a finalement peu de textes qui parlent de la figure du pirate. Alors notamment en classique, on en a quelques-uns, mais on n'en a pas tant. Et c'est vrai que c'est une figure que j'aime beaucoup. Plus je regarde One Piece, plus je me dis qu'est-ce que j'aimerais que cet imaginaire de la piraterie berce encore plus amplement l'imaginaire qu'on peut avoir dans la littérature. Ce serait fou quoi. Donc bon, après il y a plein de choses en fantasy qui existent déjà, hein, mais je trouvais que c'était rigolo, voilà, que de me lancer dans ces titres là, parce qu'en ce moment j'ai cette appétence pour le monde maritime et de la piraterie. Bon, je vais lire. Je reviendrai vers vous un petit peu plus tard en ayant, je l'espère, donc terminé le recueil de
Shirley Jackson, puisque c'est ma priorité. Et pourquoi pas terminer donc La Recluse de Whitwell Hall. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous reprends pour faire un petit point. J'ai l'impression que le trépied n'est pas droit. Peut-être que là c'est mieux. Donc alors, je devais, comme je vous l'avais dit, terminer donc le recueil de nouvelles de Shirley Jackson. Alors qui tient son nom d'une nouvelle spécifique, mais qui en réalité donc en regroupe plusieurs. C'était donc La Loterie. J'avais lu 3 nouvelles hier soir, donc je ne les compte pas dans mes pages du jour évidemment. Et si je dois donc remonter jusqu'à la page à laquelle j'ai repris ma lecture aujourd'hui, alors attendez, ça va mettre un petit peu de temps parce que c'est sur ma liseuse. Donc je vais reprendre un petit peu ce que je vous disais précédemment, mais je suis assez d'accord, c'est dans la continuité. J'ai trouvé ça beaucoup plus addictif que ce que je pensais. J'ai vraiment eu, comme je vous l'expliquais, une peur assez conséquente de ne pas adhérer au style de Shirley Jackson parce que ça avait déjà été compliqué pour moi lors de ma lecture de La Maison Hantée, qui par bien des aspects était donc soit trop consensuel, soit trop peu atmosphérique, soit trop peu descriptif. Bref, il y avait tout un tas de choses qui faisaient que je dirais que j'avais pas une appétence particulière pour ce récit ni pour la plume de l'autrice, d'autant qu'en parallèle, c'est vrai, j'avais découvert Daphné du Maurier et je préférais très largement son travail, que je ne pouvais pas m'empêcher donc de mettre en comparaison. Là ici, j'ai trouvé ça beaucoup plus représentatif déjà de ce que j'avais entendu dire sur l'autrice depuis toujours en fait. Je sais pas depuis quand, ça doit faire combien de temps que j'en entends parler sur les réseaux de Shirley Jackson, ça doit faire bien 4-5 ans je pense qu'elle a été remise en avant. Et j'entendais donc souvent dire qu'il y avait quand même une plume intéressante, une construction narrative justement qui provoquait cette espèce d'addiction. Et donc ce caractère un petit peu horrifique qui faisait le sel finalement du travail de l'autrice. Ici, dans ce recueil de nouvelles, on n'est pas à proprement parler dans de l'horreur, même si vous vous doutez, c'est de la spécificité des recueils de nouvelles. Je pense que je pourrais vous en parler indépendamment parce que chacune repose donc sur une atmosphère bien spécifique, un déroulé bien spécifique. Ce qu'elles ont de commun, c'est leur brièveté. Je pense que les plombs doivent faire 15 pages, donc c'est assez bref tout de même. Et très souvent, les personnages mis en scène ont, je dirais, une 30, 40, ouais, plus une quarantaine d'années. On a des récits qui mettent en scène des personnages plus âgés, d'autres plus jeunes. Mais je dirais qu'on est quand même souvent sur cette tranche d'âge. Et c'est assez intéressant parce que c'est souvent des moments, présentés en tout cas comme des moments de bouleversement ou de crise, notamment au sein du couple. Donc on traite toute la partie, le prisme horrifique, mais je dirais bien plus de chute dans la folie ou de lente macération d'idées un petit peu obscures et glauques. Par ce prisme-là, le prisme de l'âge, du temps qui passe et d'une routine aussi qui s'installe et qui peut être lassante. Ou à l'inverse, la rupture d'une routine qui va venir fragiliser de manière conséquente soit la relation, soit l'environnement dans lequel les personnages évoluent. Et c'était très sympa de ce côté-là. Il y a vraiment des nouvelles qui m'ont plu très très largement. Donc je devais vous indiquer le nombre de pages. Ce matin, j'ai repris à la page 50 et le livre compte donc 187 pages. Bon, alors évidemment, il faut que j'enlève les... Je crois qu'il y a une postface qui fait quand même une dizaine de pages, donc on va enlever 10 pages. À partir de l'idée donc que j'en ai lu 41, ça fait 130, donc j'ai lu 130 pages. Là je vois, puisque c'est la nouvelle avec laquelle j'ai commencé ce matin, j'ai commencé avec une nouvelle qui s'appelle Paranoia, qui était pas forcément ma préférée là pour le coup. Donc on suivait un homme qui se pensait suivi par un homme à chapeau et qui essayait désespérément de fuir donc les rues, les magasins, le bus dans lequel il allait se trouver avec cet individu. Et bon, il y a une chute qui était hyper attendue. Alors ça, c'est le petit bémol, je trouve, de ces nouvelles, c'est que je trouve que les chutes sont assez convenues. La nouvelle suivante, c'est La Lune de miel de Mrs. Smith, qui met en scène cette fois une femme qui s'installe dans un village. On comprend pas vraiment pourquoi elle est installée ici. On sait qu'elle vient de se marier, d'où le titre de la nouvelle, et c'est de toute façon ce sur quoi sont basées la totalité de ses interactions avec
avec les protagonistes secondaires, les personnes qui vivent dans ce village. Tout ce qu'on sait, c'est que tout le monde s'étonne de la voir là et de la voir vivante surtout. Donc c'est assez surprenant dans la construction narrative, mais encore une fois un petit peu moins, je trouve, dans la résultante, dans le final, même si ça reste très sympathique à lire. Ensuite, on a une nouvelle sur une prof d'anglais qui fait rentrer une petite fille chez elle. Bref, assez brève cette nouvelle. Pas la plus intéressante. Ensuite, on a Le Bon Samaritain. Qui était pas mal, mais en scène un homme qui trouve une jeune fille sur le sol et qui est complètement saoul, personne ne veut lui porter assistance. Lui porte assistance. Et il y a un rapport, alors là on va être plus sur le rapport à l'obsession, je dirais. Ensuite, donc il y a une nouvelle qui s'appelle Elle a seulement dit oui. C'était pas mal ça. Celle-là, je l'ai vraiment bien aimée. En gros, on suit un couple qui est très proche de ses voisins, pas forcément par choix, mais plus par habitude. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont habituées à recevoir les confidences de ces personnes. Et un jour, ces personnes décèdent dans un accident de la route. Tous meurent sauf la jeune fille qui a 16 ans. Et cette jeune fille va s'avérer que petit à petit, plus la mère de famille qui l'a recueillie va la connaître, plus elle va se rendre compte que cette jeune fille elle est étrange et que notamment elle a des certitudes concernant les choses qui auraient pu arriver. Elle n'est absolument pas triste de la mort de ses parents, au même titre qu'elle est vraiment capable d'indiquer à quel moment elle a pu anticiper leur mort, etc. etc. Donc comme si elle avait des espèces de visions concernant l'avenir. Et elle va donner un conseil précis à cette famille. Mais je vous en dis pas plus parce que, en fait, encore une fois, comme ce sont des nouvelles, tout repose sur... Pour le coup, si vous aimez les nouvelles à chute, ce n'est que ça. Mais sachez que les chutes ne sont pas toutes aussi impressionnantes que ce qu'on aimerait voir. On n'a pas toujours la même sensation que dans La Parure de Maupassant, par exemple, pas du tout. Mais certaines fonctionnent extrêmement bien. Ensuite, on a Kelly qui là parle de la névrose et de l'obsession, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une femme de 40 ans qui, d'un seul coup, elle ne sait pas pourquoi, ne peut s'enlever de la tête l'idée de tuer son mari. Donc, c'était sympa aussi. Je viens de me faire attaquer par... Qu'est-ce que c'était mon bébé? Je vais me faire attaquer par un chat. Ensuite, on a une autre nouvelle qui met en scène une jeune fille qui a perdu ses parents et qui évolue dans un internat pour filles et qui se met à dérober des objets à ces dernières, tout en échafaudant une espèce de plan et d'enquête afin de retrouver la dite personne qui volerait les objets en sachant que c'était le même. C'était pas mal aussi, mais c'était pas ma préférée. Je pense que dans mes préférées, il y a celle que je vous ai mentionnée juste avant, donc avec cette jeune fille qui a des espèces de prémonitions concernant l'avenir. Ensuite, on a de La Bonne Épouse. Donc, La Bonne Épouse, qu'est-ce que c'était déjà? Ça, c'est compliqué après. Ah oui, c'était dur. Ça m'a un petit peu fait penser à La Séquestrée de Charlotte Perkins Gilman, mais de manière beaucoup plus succincte et moins aboutie. Mais vous avez donc eu l'histoire d'un homme qui séquestre sa femme. Ensuite, À la maison. Alors, À la maison, c'est laquelle? Elle était super sympa aussi. Là, on parlait d'un couple qui venait de s'installer dans un petit village. Il y a une espèce de légende urbaine et cette légende urbaine finalement elle va donner des suites particulières. Et ensuite il y a Les Vacanciers qui est aussi une de mes... Je sais pas si c'est pas la dernière d'ailleurs, je vérifie. Je crois que c'est la dernière. Et là pour le coup on suit un couple un petit peu plus âgé. Et là j'ai beaucoup aimé la construction narrative, je trouve ça ferait un super film d'horreur, c'est très graphique, très visuel, très sensoriel, donc ça fait vraiment appel à tout votre imaginaire, votre imaginaire dans tout ce qu'il a de plus dense et de plus large. Donc on suit ce couple qui va vouloir rester un petit peu plus longtemps que prévu au sein du chalet qu'ils ont acheté en bordure de lac et tous les habitants du village en question, parce qu'ils sont new-yorkais, mais tout le monde leur affirme que personne ne reste dans le village en dehors de cette date. Et ils vont quand même décider de rester. C'était très bien pensé et je pense que, encore une fois, ça pourrait faire une super adaptation cinématographique. Bon, je suis désolée pour mon manque d'éloquence, je trouve que j'ai un petit peu du mal à expliquer
Je vous avoue que j'ai lu ça de manière un petit peu divertissante et je suis très fatiguée en ce moment, donc c'est compliqué je dirais d'avoir peut-être d'aborder les choses avec un côté un petit peu plus littéraire et exigeant, mais je vous recommande ce recueil en tout cas. Franchement, comparativement à ce que j'avais pu dire de La Maison hantée, où j'avais été assez péremptoire, parce que de toute façon ça ne m'avait pas plu, j'avais eu du mal à le terminer. Là vraiment j'ai trouvé que c'était addictif, et la première chose que j'ai faite, c'est que je me suis renseignée sur l'éventualité d'un autre recueil de nouvelles de Shirley Jackson, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé, donc je vais farfouiller un petit peu plus partout. Parce que je serais très curieuse d'en découvrir plus de sa plume. J'ai vu qu'elle avait écrit quelque chose comme 200 nouvelles, donc je pense qu'il y a de la matière et j'ignore si tout a été traduit. Donc on a dit, j'y reviens, je sais plus, on a dit que j'avais lu combien, 120 pages je crois, si je me rappelle bien. Oui, on va dire, en gros ça fait 120. Ensuite, donc il me restait sur la recluse de Whitfell Hall. Donc je suis allée de la page 455 à la page 555. Parfait. Donc ça fait 220 pages lues aujourd'hui. Donc j'ai terminé ce livre. Je vous l'ai dit, hein, je pense que je développerai beaucoup plus mon avis en point lecture. Mais c'est un roman que j'avais commencé, il me semble, en octobre. Et je le traînais. C'est pour cette raison que j'avais choisi de le mettre de côté, non pas parce qu'il ne me plaisait pas, mais bien plus parce que je ne parvenais pas à l'apprécier à sa juste valeur. Et je pense que ce temps de mise à distance a été cathartique dans ma relation avec ce titre, parce que je l'ai réappréhendé beaucoup plus positivement et que j'ai retrouvé toutes les qualités que j'avais trouvées donc lors de mon premier essai, mais cette fois j'y adhérais pleinement et je ne me sentais pas étrangère au récit. Donc ici on va suivre une femme d'une trentaine d'années qui s'installe donc à Whitfell Hall avec son fils, et elle est toute seule. Elle va faire la rencontre de plusieurs personnes, mais notamment d'un homme qui se nomme Gilbert Markham. Et donc petit à petit les deux vont se rapprocher, et cette femme va finir par lui confier son journal dans lequel elle explique les antécédents de son existence, et ce qui explique le pourquoi du comment, pourquoi est-ce qu'elle est toute seule, pourquoi est-ce qu'elle vit dans ce manoir comme une recluse, pourquoi est-ce qu'elle se cache, etc. etc. Et donc on a ces récits enchâssés déjà qui sont extrêmement bien exposés, c'est ce que j'essayais de vous dire un petit peu plus tôt dans la vidéo lorsque je faisais le comparatif avec Les Houes de Hurlevent. Je trouve que dans la construction narrative, la recluse de Whitfell Hall est beaucoup plus accessible, bien que la langue soit tout aussi qualitative, travaillée. Alors oui, c'est une question de traduction évidemment, mais on sent cette atmosphère, cette ambiance gothique, et je dirais que la critique du couple à cette époque-là et de la masculinité toxique, même si le terme est anachronique, et super super accessible encore une fois, mais c'est ça, je pense que vraiment tout le monde peut faire en première lecture l'expérience de cette pensée-là de la part d'Anne Brontë. Très honnêtement, je pense que c'est une grande force de réussir à mener un récit, une trame narrative aussi dense, intéressante, à construire des personnages en même temps qu'on porte un message bien spécifique. Et l'autre point fort, c'est que les personnages sont quand même attachants, on a quand même envie qu'il leur arrive des choses positives, etc. Donc franchement, j'ai trouvé que le récit était très intéressant. Je comprends pourquoi est-ce que c'est un classique de la littérature de cette époque, et j'espère pouvoir lire donc Agnès Grey, qui est un autre titre d'Anne Brontë, que j'ai dans ma pile à lire. Je le lirai peut-être pas tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à lire, mais ça ne saurait tarder. Et je suis désolée si le trépied bouge dans tous les sens. J'ai Indy qui fait des gros câlins, mais voilà, ça altère quelque peu la stabilité de l'appareil. Donc s'ajoutent à ces 200 pages les 38 pages que j'ai lues. Non, c'était 220 pages. Les 38 pages que j'ai lues avec donc le fait que j'ai commencé Pirates, Magie et Crème Fouettée de Natacha Didri. Donc pour l'instant, je vais pas pouvoir vous en dire grand chose. On suit donc là pour l'instant, on suit Esteban. Il passe un examen qui est basé sur la notion de téléportation, et dans cet univers, si vous ne réussissez pas votre téléportation, ça peut entraîner la perte d'un membre ou la dissolution même de votre être, puisque le principe même de téléportation est basé sur une magie
qui vous dissout d'un point de vue cellulaire et vous reconstruit plus loin. Donc ça exige une certaine concentration, une absence de stress, etc. etc. Ce jour-là, Esteban, nous, quand on le rencontre, il va passer un examen avec le professeur, je dirais, le plus grincheux et le moins bienveillant qui soit. Donc son stress est tout de même assez accru, d'autant qu'avant l'examen, il va rencontrer donc un de ses mentors, entre guillemets, même s'il n'est pas décrit comme un personnage aux mille vertus ou particulièrement talentueux, mais il y a cette forme de respect, de gentillesse que ce personnage arbore donc face à Esteban, qui est un jeune homme en fait qui se retrouve dans cette université, qui n'a pas d'argent, il est entouré de fils qui viennent donc de l'oligarchie, donc c'est une critique sociale en fait qui est sous-jacente. Le truc c'est que lorsqu'Esteban va tenter de se téléporter, il va échouer et il va être moi j'en suis là, il va être téléporté sur une espèce de plage, alors on ne sait pas exactement pourquoi ni de quelle manière, et sur cette plage amarre à ce moment-là un navire bien spécifique qui est donc le navire de Luis, j'allais dire Lulu parce que c'est de cette façon que tout le monde le surnomme, et donc l'équipage de Luis va tomber sur le bras d'Esteban. Pour le moment j'en suis là. Voilà, c'est écrit de manière très 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 simple, comme vous pouvez le voir. Les interlignes et la police d'écriture sont gigantesques, donc vraiment ça va très très vite. C'est plutôt sympathique pour l'instant, mais bon, ça n'a rien de transcendant, mais ça va, c'est divertissant. Je pense que je le lirai. Je pense que je vais l'avancer encore un petit peu ce soir, peut-être, je sais pas. Peut-être encore une 50aine de pages ou quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, je vais me mettre sur Pokémon Pocopia. Parce que j'ai beaucoup lu et que j'ai envie, voilà, tout simplement. Donc, ça fait un moment que j'ai commencé Pocopia, depuis le jour de la sortie. Et j'adore me mettre un livre audio en parallèle. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais réécouter La fin du meilleur des mondes de Aldous Huxley, que j'ai terminé maintenant il y a, je sais pas, j'ai terminé de le lire il y a une semaine, je pense. Et j'ai vraiment envie d'entendre la fin, donc je vais l'écouter. Une fois que ce sera fait, je vais me lancer dans un livre audio, mais j'ai pas encore choisi, je vous avoue. En même temps que je joue à Pocopia, du coup, c'est vrai que c'est un jeu qui est pas très exigeant d'un point de vue de la réflexion, donc la lecture audio, c'est parfait pour accompagner cette activité. J'ai plusieurs choix pour tout vous dire. J'hésite. J'ai la petite boutique des sortilèges que je vous mettrai en photo juste là, que j'ai pas encore écouté. Hein. J'ai Monsieur Mercedes de Stephen King. J'ai Gagné la guerre de Jaworski. J'ai La Reine Margot de Dumas. Qu'est-ce que j'ai d'autre Et après, ouais, il me reste d'autres titres, mais qui passeront peut-être. Ah, il y a La guerre du pavot aussi, le tome 1 de R.F. Kuang. Mais je viens juste de lire Babel et Catabasis, donc je pense que ça va faire peut-être beaucoup de R.F. Kuang dans mes avis lecture. Je sais pas, on va voir, je vais réfléchir. Je vais peut-être mettre la petite boutique des sortilèges, ça a pas l'air très exigeant. L'audio il fait seulement 14 heures, donc c'est raisonnable et j'ai le format papier, donc ça tombe bien si je souhaite alterner. Bon, je pense que c'est tout pour ce premier jour. Je vous reprendrai peut-être un petit peu plus tard, pour faire un point sur ce titre-là qui est donc Pirate Magie et Crème Fouettée. Si je l'avance et en fait surtout vous dire si j'ai réussi à commencer Les Misérables, parce que je vous parlerai pas de mon avis sur Les Misérables dans ce vlog là, mais je compte les pages lues ici puisque ça fait partie donc de mon espèce de challenge de cette semaine. Mais sans vous mentir, parce que je préfère être honnête, j'ai beaucoup lu aujourd'hui, mais j'ai quand même eu un petit laps de temps là où je suis bien restée sur mon téléphone quand même, et ça j'aimerais bien que ça disparaisse, je vois pas l'intérêt. J'aurais 1000 fois préféré employer ce temps à jouer à un jeu vidéo par exemple, plutôt que de traîner sur mon téléphone. Bon, après oui, j'étais en train de parler avec des amis, etc. mais je sais pas, ça n'empêche que ce temps-là je le trouve d'une futilité. C'est un petit peu affligeant et je sais que je passe pas énormément de temps sur mon téléphone. C'est-à-dire, je voulais vous faire un concept
le concept classique sur YouTube, donc je convertis mon temps d'écran en mon temps de lecture. Bon, fort heureusement je fais pas ça avec l'ordinateur parce que sinon c'est foutu quoi, parce qu'entre le montage etc, là on serait sur des temps colossaux. Mais mon téléphone en fait quand je veux le faire, je regarde les jours où j'y passe le plus de temps, c'est 3 heures, c'est pas négligeable, c'est déjà beaucoup trop qu'on soit clair, mais dans ces 3 heures en fait il y a le matin quand je me prépare et que je mets une vidéo YouTube, il y a les midis quand je fais à manger et que je mets une vidéo YouTube. Donc en fait une fois que vous avez déjà éliminé ça, je dirais ça représente déjà 45 minutes. Le soir pareil, quand je sors de ma douche, je mets une vidéo en fond sonore. Donc en fait je suis pas sûre qu'il y ait un temps actif où vraiment je suis devant l'écran. Il doit y avoir 1 heure je pense, mais c'est vrai que c'est déjà 1 heure de trop hein, qu'on soit clair. Donc là aujourd'hui je pense que j'ai un peu outrepassé cette heure là, c'est ce qui m'embête un peu. Bref, bon je vous dis à plus tard ou à demain. Deuxième jour. Alors deuxième jour pas mal productif, mais il est 16h09 et j'ai pas... En fait productif oui, dans une très large mesure et je dirais sur des plans très variés, mais un petit peu moins en matière de lecture que ce n'était le cas hier, même si j'ai terminé donc Pirates, Magie et Crème Fouettée dont je vais vous parler juste après. J'ai lu précisément 253 pages et j'avais dû lire un chapitre hier, mais je ne l'ai pas compté, donc en audio, j'ai fait 10 chapitres de La Petite Boutique des Sortilèges, parce que pour tout vous dire, aujourd'hui j'avais quand même pas mal de choses à faire. J'ai voulu m'avancer un petit peu, j'ai cuisiné, j'ai rangé un petit peu la maison, j'ai voulu faire des choses plus mobiles et donc qui ne permettaient pas une lecture tout simplement assidue. Ensuite j'ai emballé donc les différents colis Vinted que je dois poster rapidement, de préférence demain. Et c'est vrai que ça m'a quand même laissé un temps un petit peu moins conséquent qu'hier, où vraiment j'avais décidé de me poser et de prendre le temps aussi de souffler un petit peu, parce qu'en réalité c'est ce dont en ce moment j'ai largement besoin, je le sais pertinemment, et c'est un temps que je peine à m'octroyer parce que je culpabilise très largement de tout ce que je pourrais faire et que je ne fais pas, et de même, ça va plus loin que ça, de tout ce que j'ai l'impression de devoir faire et que je ne fais pas. Bref, autant vous dire que je sais pas, je dois avoir ce symptôme. On tombe souvent sur des... ou alors c'est une phrase que peut-être que j'ai entendue beaucoup de la part des générations précédentes, qui est que personne n'est irremplaçable, etc. Et c'est vrai que dans le travail, je pense que dans une très large mesure, ça doit être le cas. Mais en fait, malheureusement, parfois, la conscience professionnelle, je dirais qu'elle vous pousse dans des retranchements qui sont discutables et qui vous mènent à penser le travail bien plus comme une contrainte dans le fait même d'être, et dans le fait même d'avoir cette contrebalance du travail qui est le repos. Parce que quand vous avez un métier comme celui d'enseignant, c'est vrai que vos heures, vous les comptez pas vraiment, quoi. Donc on vous dit souvent, oui, mais face élève, t'es sur 18 heures, franchement ça va, voilà, t'es pas à l'usine et tout. Et je suis d'accord, enfin moi je me plains absolument pas, je dis pas que je suis à l'usine, mais et encore, enfin je connais des gens qui taffent à l'usine et qui sont moins stressés. En fait tout est une question aussi de personnalité et d'appétence pour le métier qu'on exerce, mais c'est vrai que voilà, enfin j'ai cette culpabilité croissante dès que je peux pas octroyer tout le temps que j'estime devoir à mes élèves, qui plus est, je sais pas,
numéralisé par cette idée de 18 heures face élève, mais on en doit 35, de quelle manière ça se caractérise, qu'est-ce qui définit ces heures-là. Là, on est dans la période des conseils de classe, on est dans la période des appréciations, on est dans la période du brevet blanc, et tout ça pris ensemble, ça crée une émulsion qui est très négative, en tout cas dans qui m'empêche clairement de gérer mon stress, hein, tout simplement. Mais je vais pas épiloguer, je fais partie d'un des corps de métiers les plus représentés en France. Je pense que je suis pas en train d'inventer l'eau tiède en disant que la posture d'enseignant, c'est une posture qui est difficile, et plus le temps passe, plus je la trouve complexe, même si ces aspérités-là sont largement contrebalancées par ce que peut m'apporter mon quotidien avec les élèves, ça n'a rien à voir. Bref, bon, c'est pas le sujet, j'allais m'étendre, mais c'est pas le sujet. Donc je vous disais, j'ai terminé Pirates, Magie et Crème fouettée de Natacha Didri. C'est un titre que j'ai lu donc en moins de 24 heures finalement. Il comptait en tout 409 pages, je crois. On suit ici Esteban, qui est un jeune mage qui évolue dans l'Academia, qui est une espèce d'école de formation pour les mages. Lui, il souhaite devenir extrêmement compétent en matière de téléportation. On le découvre donc au début de l'histoire lorsqu'il se rend à un examen tenu par un enseignant très strict et difficile. Et lors de cet examen, il se trouve que le stress étant à son paroxysme, Esteban va échouer et se retrouver téléporté ailleurs, sur une plage, une crique, tout seul et perdu. Mais pas tant que ça, puisque dans le même temps, un navire va accoster près de ce rivage, et un membre de l'équipage va donc retrouver un bras d'Esteban. Et Esteban va être retrouvé par la suite et pris en charge donc par Luis et son équipage. Luis, c'est le capitaine du bateau qui est juste ici. Et lui, ses passions, ce sont les combats, la piraterie et les pâtisseries. Voilà, donc ça laisse présager quelque chose d'un peu barré sur le papier, je dirais. Alors, ça l'est pas tant que ça, hein. C'est assez consensuel dans la forme et dans la narration. C'est très jeunesse, je vous préviens. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus young adulte, mais tranche haute, je dirais. Là, on est quand même dans des considérations qui sont très jeunesse, très adolescente. Et l'autre bémol, c'est que donc on a l'impression que la trame principale de ce récit, ça va être donc l'aide qu'Esteban va apporter à Luis afin de lutter contre un marin qui est en possession d'une espèce de... Je suis désolée, j'ai été interrompue par un appel. Donc je vous disais, je sais plus... Ah oui, on a l'impression que donc, cette trame, elle va être dirigée donc, par ces deux protagonistes qui vont s'adonner à une espèce d'affrontement avec ce navire dirigé par un homme qui est capable de commander une espèce de poulpe très grand, en tout cas avec des tentacules grandioses et écrasantes, auquel Luis n'arrive pas à se confronter. Bon, il va y avoir une espèce de quiproquo parce qu'en réalité Esteban va penser que les enjeux vont bien au-delà de cela, mais ce n'est pas le cas, et c'est là que arrive donc la seconde trame de l'histoire, qui est une trame qui se veut nettement plus politique et qui va mettre en scène nos deux protagonistes dans la cité d'origine d'Esteban, qui... je peux pas vous dire pour Luis ce que c'est que cette cité, mais bon bref. Et on va donc notamment trouver sa mère qui fait partie d'une caste sociale extrêmement basse, qui vit au sein d'un espèce de tunnel qui permet en fait de desservir les grandes zones de travaux, peut-être pas forcés, mais de travaux très physiques en tout cas. Et on va comprendre qu'il y a vraiment une césure nette entre les classes sociales hautes et les personnes qui sont d'extraction sociale bien plus élevée. Et ce contraste-là, finalement, il va essayer d'être gommé par nos protagonistes. Donc il y a vraiment deux intrigues qui sont différentes. Le problème, c'est que la première couvre la moitié du récit, la seconde l'autre moitié, et en réalité je pense que si le message de fond se voulait être un petit peu plus politique, il aurait fallu
qui vit tout de suite l'écueil de cet affrontement de piraterie qui, à mon sens, aurait dû être le centre du récit, hein, qu'on soit clair, parce que la couverture, c'est ce qu'elle me donnait à penser. Au final, la plupart des affrontements ne se déroulent pas en mer, même si on a une scène de bataille assez épique qui se déroule dans la mer. Enfin, assez épique, ça reste de la jeunesse, hein, donc c'est assez esquissé en termes de description. C'était sympa, ça se lit bien, mais je veux dire franchement, je vais pas... c'est une lecture que j'aurais certainement voilà, oubliée dans peu de temps, mais c'est un moment divertissant, voilà, je passe un moment sympathique, et je pense que pour un lectorat plus jeune, ça peut être vraiment pas mal. Alors je suis désolée, je fais un tout petit peu de bruit, parce que je le range dans son emballage d'origine. Et son emballage d'origine est quelque peu bruyant. Et donc, comme je vous le disais, j'ai donc écouté les 10 premiers chapitres de La petite boutique des sortilèges de Sarah Besdurst, qui est un ouvrage qui a largement fait parler de lui sur les réseaux. On est sur une cozy fantasy, donc c'est exactement... Enfin, ça se veut être, en tout cas, celui que je vous ai montré juste avant, se veut être également une cozy fantasy. Je le rangerai pas là-dedans, je dirais que c'est un petit récit d'aventure jeunesse, en fait, young adult. Là, on est vraiment sur de la cozy fantasy, c'est-à-dire qu'on suit une bibliothécaire qui va fuir sa grande ville d'origine, alors pas d'origine, mais la grande ville dans laquelle elle travaille pour retourner sur son île d'origine avec son compagnon qui est un espèce d'arbuste qui la suit partout. Ils vont s'installer donc dans l'ancienne maison des parents de cette jeune fille, enfin de cette jeune femme d'ailleurs, parce que c'est pas non plus... Et donc l'objectif va être de remettre la maison en état. Elle va faire la connaissance de bon nombre de personnes occupant l'île dont elle est originaire, renouer avec ses racines, retrouver tout un tas de souvenirs aussi qu'elle avait occultés au profit de ce côté très érudit de sa personne qu'elle avait voulu mettre en avant avec un amour des livres absolument... délirant et grandiloquent, parce que vraiment les livres avaient remplacé la totalité des contacts et même de la connaissance qu'elle pouvait avoir, tout passait par ce biais-là, par le biais du papier. Et bon, évidemment, il va y avoir une petite romance, on le sent, parce qu'il y a un protagoniste masculin qui immédiatement participe à son installation, se montre très serviable malgré les réticences de la jeune femme. Ce que j'aime bien, c'est qu'en termes de représentation de personnages intéressants, le personnage qui est là, il est assez... Je le trouve bien dépeint et illustré parce qu'elle souffre d'anxiété et c'est visible, c'est-à-dire que chacune des interactions qu'elle va avoir avec le monde extérieur va lui coûter et ça va être dit explicitement, comme on est dans une narration à la première personne, on a un accès direct à ses pensées et le plus souvent ces pensées vont porter sur des petites considérations qui sont liées à l'anxiété, alors que peut-être tout le monde ne comprendra pas, mais j'ai trouvé ça assez génial parce que même en évoluant dans une communauté restreinte et finalement préférentielle, en tout cas dans laquelle on peut possiblement imaginer que l'anxiété sera mise de côté, elle est encore à ce stade où elle est dans les balbutiements de l'apprentissage avec de la vie en communauté et aussi rapprochée avec les autres, et on sent que c'est une source d'anxiété très grande simplement parce qu'elle a évolué en vase clos au sein de cette bibliothèque dans laquelle elle travaillait. Donc elle s'enfuit avec des livres qui contiennent divers sortilèges et magie, et la magie est proscrite en dehors du royaume d'où elle vient. D'où d'ailleurs le titre du livre, La petite boutique des sortilèges, puisque, mais je ne vous spoile pas vraiment, c'est dans les 100 premières pages du récit, qui est là ce qu'elle va vouloir faire donc avec, comment elle s'appelle, sa petite plante, avec Kaz. Elle va vouloir ouvrir donc une boutique dans laquelle ils pourront commercialiser des sortilèges afin d'aider les habitants de cette île, parce que l'île tombe en décrépitude, qu'il y a de moins en moins d'animaux, de végétation, parce que le royaume a voulu, pour épargner des ressources, couper un petit peu les ponts et les liens qui existaient entre les parties plus recluses de l'Empire et celles qui sont plus citadines. Voilà. Donc elle évolue vraiment en vase clos dans cet univers-là, et elle est détentrice vraiment d'un savoir et d'une connaissance qui peut être dangereuse,
parce que voilà, ça recèle donc toute la magie et la sorcellerie qui jusque-là était interdite. Donc on est sur un registre beaucoup plus adulte que ce que je vous ai présenté juste avant. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a vraiment un côté qui se veut très humoristique dans ce que je vous ai montré juste avant, avec d'ailleurs un personnage de Louise que moi j'ai trouvé intéressant, mais c'était un petit peu lourd en fait, le fait qu'on soit toujours sur un ton sarcastique et sur une espèce de volonté d'un personnage qui arbore toujours un second degré presque pesant. Là c'est pas du tout ça. Alors oui, les personnages en fait ils sont maladroits, ils sont oui, il y a un côté naturel en fait, c'est assez crédible je trouve, même si bon il y a un côté je crois que c'est la trope, c'est fan family, parce qu'on le sent que elle le dit clairement, l'héroïne, que ce qu'elle voudrait dans la vie c'est trouver un endroit dans lequel elle est acceptée, elle est aimée, elle est reconnue, elle peut vivre et évoluer. Et bon, bah forcément, elle a un secret. Ce secret, c'est donc qu'elle est détentrice d'une magie qu'elle ne peut pas fournir puisque c'est interdit par l'Empire. Voilà. En gros, là où j'en suis. Mais je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est pas... Alors, c'est pas incroyable pour le moment, mais encore une fois, je n'ai écouté que 115 pages. Et nous verrons bien de quelle manière les choses progressent. Je suis toujours censée commencer Les Misérables, mais dans la continuité de ces lectures un petit peu plus fantasy, young adulte, romantasy, etc. parce que j'aimerais bien vider un petit peu ma palle de service presse d'une part, et que je vous l'avais exposé dans le dernier book haul, j'ai cette volonté de me repencher un petit peu sur des genres littéraires que je fréquente moins pour d'une part savoir de quelle manière ils évoluent, quelles sont les considérations centrales aujourd'hui dans ces genres-là, mais aussi me faire une opinion plus actuelle concernant ces titres-là. J'ai 2 ouvrages à lire, donc un qui se range en young adulte, si j'ai bien compris, qui est Le secret de l'herboriste, et qui met en scène donc 3 sœurs, mais majoritairement une qui est herboriste, mais l'herboristerie est interdite au sein du royaume dans lequel elle évolue. Et elle va trouver donc voilà des alliés inattendus, de ce que j'ai compris et de ce qui est dit en 4e. Et ensuite il y a Le Scorpion et la Fleur dans la nuit, qui ici est un petit peu plus adulte. Donc c'est d'Amélie Wenzhao. Et il me semble qu'ici on va être dans une espèce d'affrontement, de tournoi dans lequel il y a une perle à gagner. Et cette perle pourrait permettre de rendre la vie à certains protagonistes. Et je crois, enfin certaines personnes. Et je crois que notre héroïne a perdu sa mère. Et qu'elle va vouloir user de ce pouvoir afin donc de la retrouver, de la ramener à la vie. Donc ce sont mes objectifs du jour. Dans mes objectifs du jour, il y avait aussi, mais je pense qu'il va falloir que je me calme parce que ce sera pas non plus... Les journées sont pas illimitées. Mais j'avais mis le nez de Gogol parce que je vous avais exposé que je souhaitais lire un livre étrange par jour. J'ai choisi des titres qui sont toujours très brefs. C'est-à-dire que par exemple, le nez ici, il compte... 72 pages en sachant qu'il y a 10 pages de dossier, c'est-à-dire que j'ai 62 pages à lire. Donc j'espère pouvoir m'adonner à cette lecture-là, mais j'espère surtout pouvoir commencer Les Misérables parce que ça fait partie de ce challenge que je m'étais donné. Et malheureusement pour l'instant, donc nous sommes au 2e jour et nous sommes déjà en fin d'après-midi, j'ai encore des tournages à faire. Je n'ai pas avancé cet objectif-là, je vous le dis, et je trouve ça assez dommage. J'ai des appréciations à faire pour mes élèves. J'ai un petit peu d'administratif aussi à traiter. J'aurais bien aimé sortir prendre l'air même si le temps est déplorable. Et lorsque je vois toutes les injonctions que je me donne et toutes les choses que j'aimerais pouvoir réaliser, je me dis qu'une seule et même journée n'est pas suffisante. Donc je vais peut-être devoir faire le deuil de certaines choses aujourd'hui, à voir ce que je choisis de laisser de côté. Mais bon, à minima, je continuerai la petite boutique des sortilèges en audio parce que si je sors me promener, je mettrai un livre audio. Et si je ne peux pas sortir, je sais pas, je jouerai un petit peu à la play ou quelque chose comme ça. Et oui, parce que je me suis un petit peu lassée de Pocopia hier quand je l'ai lancé. J'ai joué une dizaine de minutes et j'ai été lassée, j'en avais marre de cet univers. Alors ça peut paraître bizarre parce que j'ai bien compris que c'était sacrément addictif et ça l'a été pour moi au début, mais j'avais pas envie de ça, donc on verra bien ce dans quoi je me lance. Je vous dis à plus tard et n'hésitez pas à me donner vos avis sur ces livres là si vous les avez lus.
reprends pas face caméra dès ce matin, j'ai un petit peu mal à la gorge en plus. Juste un petit point sur hier, donc j'ai terminé de noter les lectures, le nombre de pages en tout cas. Donc hier, nous étions le 31 mars. Je vous l'avais dit, j'ai terminé Pirates, Magie et Crème Fouettée, donc ça a fait 253 pages. J'ai poursuivi donc la lecture en audio, cette fois donc de La Petite Boutique des Sortilèges, dont je pense que vous connaissez déjà l'esthétique générale parce qu'il a beaucoup tourné sur les réseaux. Je suis à la page 213. J'ai pas alterné audio et papier, j'ai juste fait de l'audio. Et puisque comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Et le soir, j'ai un petit peu joué à Assassin's Creed, et donc en même temps, j'étais sur l'audio de ce livre-ci. J'ai pas beaucoup plus de choses à dire parce qu'en réalité, l'histoire, elle se poursuit, donc on a toujours, j'arrive pas avec son prénom. Si, c'est Kiela, c'est bien ça. Donc on a toujours Kiela qui tente d'ouvrir sa petite boutique de confiture afin de cacher qu'elle vend des sortilèges, puisque la magie est interdite et que les livres sont interdits. Et ça reste très doux, c'est pas... pour l'instant ça n'a rien d'incroyable, mais j'aime bien, c'est assez divertissant. Et donc hier soir, par contre, en allant me coucher, j'ai commencé celui-ci, donc Le Secret de l'Arboriste, d'Alice Doublié. C'est publié chez Slalom. Je sais pas si je vous l'ai montré, celui-ci, il est joli aussi. Bref, bon, on n'est pas là pour ça. Et concernant ce titre-là, j'ai lu donc 59 pages pour l'instant. C'est le titre que je vais reprendre ce matin. Je vais essayer de le terminer. Mais on a un rendez-vous médical un petit peu plus loin, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de lire de manière aussi approfondie que les 2 derniers jours, mais c'est pas très grave parce que donc si je vous raconte après un petit peu l'histoire, mais en gros si j'ajoute mes pages audio plus mes pages classiques d'hier, ça fait 525, donc c'est pas mal quand même si voilà, je suis plus pour le fait qu'on compte pas l'audio, auquel cas si on retire l'audio, pardon, je suis fatiguée, ça fait 312 pages, donc c'est moins que la veille, mais c'est quand même pas mal. Donc là, dans ce récit, on suit 3 sœurs qui portent toutes les 3 un nom de plante, donc ça j'ai trouvé que c'était convenu, consensuel, attendu, ça m'a frustrée. Et ça va extrêmement vite, quoi. C'est-à-dire que elles vivent toutes les 3 chez un homme noble et important avec leur père. Et leur père est donc dans le secret des affaires de cet homme. Et cet homme va être assassiné. Mais il va être assassiné par le biais de plantes et donc par le biais de l'herboristerie, alors que l'herboristerie est interdite. Et la sœur que nous suivons, c'est donc, son nom, c'est Elébor. Et donc Elébor, sa particularité, c'est que donc elle s'y connaît effectivement en herboristerie. Et elle va être donc enlevée par un duc. Ce duc va lui demander d'enquêter sur la mort de cet homme, et si elle ne trouve pas qui est le coupable, eh bien ce sera elle la coupable toute désignée, puisque lorsqu'elle s'est fait interpeller par l'homme de main de ce duc, elle portait avec elle différentes substances qui auraient tout à fait pu être à l'origine du poison qui a intoxiqué le noble chez qui elle vivait jusque là. Voilà, j'espère que c'était pas trop farfelu et que c'était assez clair comme je l'ai formulé. Donc je veux finir ce livre là aujourd'hui. J'aimerais, alors après c'est sur la liseuse, même si en théorie je voulais aussi faire celui-là, comme ça j'avais avancé mes services presse et ensuite on pouvait passer à d'autres choses. Donc revenir sur des lectures de ma pile à lire, même si La Petite Boutique des Sortilèges est un livre de ma pile à lire. Mais je voulais lire Le Nez de Gogol qui fait 72 pages. Je vous avais dit, l'objectif à l'initiale c'était de lire un livre étrange, d'avancer mes SP, continuer mes pales basiques, et en même temps, si je peux avancer sur l'audio, c'était pas mal. Donc voilà, les objectifs sont pluriels et je suis pas sûre qu'ils soient tous accomplis. Mais sur Le Nez, alors attendez, parce qu'il fait 72 pages, mais parce que je l'ai sur ma remarquable, ouais, vous voyez, il fait 72 pages, mais en réalité il commence à la page 9, donc ça fait nettement moins, et il faudrait que
que je me lance. Et ensuite j'ai quand même un bagage assez conséquent dans la liseuse de titres un petit peu spé que j'aimerais bien découvrir. Voilà. Bon, je vous laisse, je vous dis à plus tard et je pense que je vous ferai le point définitif sur le secret de l'herboriste. Ça c'était donc pour la journée d'hier. Et là j'attaque aujourd'hui mes pages à partir de maintenant. À tout à l'heure. Je suis désolée, ce sera un petit peu le bazar. Je suis en train d'emballer des colis pour Vinted. Et je voulais faire un point avec vous. Je me suis dit que ça allait me faire une petite pause. Puisque j'ai terminé Le secret de l'herboriste d'Alice Doublier dont je vous parlais ce matin. Donc j'avais lu 59 pages ce matin. Le livre en fait... je crois qu'il en fait 360, donc j'ai eu 300 pages. Ça se lit extrêmement vite. Je trouve que ça se lit même plus vite que le livre que je vous ai présenté hier, donc Pirate, Crème fouettée, etc. J'ai trouvé aussi que c'était quand même plus intéressant. Après, je ne sais pas si c'est parce que c'est un univers qui est plus dans mes centres d'intérêt ou parce que je suis plus familière avec ce type d'univers, mais c'est vrai que je me suis sentie plus confortable en compagnie donc de ces 3 sœurs. Donc on a je me souviens plus, Elébor, c'est sûr, c'est l'héroïne, donc ces 2 sœurs, je me souviens plus, elles ont des noms de plantes également. Bon alors évidemment on tombe dans un... Valériane et Aubépine, donc on tombe dans un certain nombre de clichés. Donc on a ça c'est pas spécialement cliché, mais bon je le mentionne, elles sont triplettes, elles sont nées le même jour. Et elles ont des singularités qui sont mises en avant pour que nous on puisse les identifier. Et de toute façon on suit très largement Elébor. On laisse les sœurs de côté pendant, je dirais, un bon tiers du roman, puisqu'Elébor est emportée, comme je vous l'avais expliqué ce matin, par un espèce de duc qui va vouloir qu'elle mène une enquête concernant le décès de plusieurs personnes haut placées. Il s'avère que ces décès sont souvent en lien avec des personnes qui sont de fervents opposants à l'herboristerie. Et voilà, donc elle va enquêter. Bon, il y a des choses qui vont pas, mais j'ai trouvé que c'était sympa, c'est-à-dire j'ai passé un bon moment de lecture malgré tous les bémols que j'ai pu voir. Mais par contre, je comprends pas que ces bémols n'aient pas été gommés, parce qu'il y a quand même plusieurs choses qui vont pas du tout. C'est-à-dire que si véritablement l'histoire se veut parler de cette énigme, à savoir de qui a pu tuer les différentes personnes concernées, les empoisonner, etc., je comprends pas pourquoi on passe autant de temps hors de cette enquête-là, parce qu'on a quand même, je dirais, donc avant le dénouement, on a vraiment des espèces de ventre mou dans le récit sur cette question-là, parce qu'en soi, le récit est pas ennuyeux pour autant. Donc, au détriment de l'enquête, on va privilégier la romance. Déjà, mettre en place des romances pour 3 jeunes filles différentes, en sachant que 2... éclosent à peine, puisque les jeunes filles, donc Elébor, comme je crois que c'est Valériane, non, Aubépine, rencontrent donc respectivement quelqu'un durant la genèse du récit, quoi. C'est pas quelque chose qui existe avant, à la différence de non, je sais plus, il y en a une des 2 qui elle est déjà éprise d'un homme qui n'est pas de sa classe sociale, etc. Donc la romance prend quand même pas mal de place. Ça reste young adulte, c'est-à-dire que bon, il y a des scènes qui sont suggérées, mais on ne rentre pas dans les détails. Et en réalité, il n'y a qu'une seule scène de ce type-là. Donc déjà, si vous aimez pas ça, vous inquiétez pas, il y a pas. C'est pas un univers de fantasy étoffé. On sait qu'on est dans un univers fictif, donc on reprend les codes du Moyen-Âge, hein. On a la royauté, tout le monde a des grands jardins, les riches ils ont des geôles, etc., etc. Enfin bref, tous les codes classiques de la fantaisie. Un petit peu consensuelle, je dirais. Ouais, mais malgré ça, c'est pas mal. Disons que je trouve que pour un lectorat jeune, c'est pas un mauvais livre. Vraiment, par contre, je pense qu'il y a trop d'éléments qui ont voulu être traités et que ce trop plein crée pour un lectorat plus aguerri cette sensation de survoler absolument tout ce qui se passe et même les relations. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de subtilité dans les relations. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on n'est pas dans un cliché enemies to lovers ou quoi que ce soit. L'héroïne, elle rencontre un homme qui est tout à fait gentil avec elle. Alors même si parfois ils ne se comprennent pas, parce qu'évidemment il y a des quiproquos, ça reste tout de même très
très superficiel et ça prend pas des proportions grandiloquentes comme dans certaines sagas où sur 3 tomes les personnages se parlent pas pendant 2 tomes parce qu'il y en a un qui a dit quelque chose qui a mal été interprété. Donc on sort de cet écueil, c'est déjà pas mal. Et après, bon, c'est pas bien écrit, mais c'est pas horrible non plus. J'ai pas trouvé de construction de phrases dérangeante, j'ai pas vu de répétition outrancière de certains termes, même si le duc, pour lequel je crois que c'est le duc qui l'appelle ma petite fleur, en fait j'ai trouvé ça insupportable, mais parce que juste avant donc j'ai lu le livre sur les pirates et Louis, donc le capitaine, appelait Esteban mon magistère, je crois, quelque chose comme ça, donc enfin, mon magicien quoi, et en fait j'étais fatiguée de ces répétitions. L'essorage était un peu trop violent, j'ai dû couper. Mais oui, je vous disais, donc c'est une lecture que j'ai trouvée divertissante, c'est pas mal. En fait, je pense que comme la plupart de ces titres, je dirais qu'il faut y aller en sachant ce que vous attendez et en sachant ce que vous trouverez. Faut pas y aller avec des attentes qui sont, je dirais, grandiloquente, c'est un moment divertissant, mais comme je vous le disais, je trouvais que c'était quand même, comparativement à certains autres textes que j'ai pu lire dans ce registre-là, je trouvais que c'était assez divertissant, et je me suis vraiment prise au jeu, en ce sens que je n'ai vraiment pas vu les pages passer, sauf sur la fin, je dirais sur les 20-30 dernières, où je commençais à en avoir un petit peu marre, et j'avais peur qu'on arrive sur quelque chose de tiré par les cheveux, mais voilà, c'était pas mal. Donc je vais... Alors là j'ai plusieurs choses à faire, mais la prochaine lecture que j'entame c'est celle-ci, donc c'est Le Scorpion et la Fleur dans la Nuit d'Amélie Wenzhao. Vous allez me dire ça fait beaucoup de young adult et de fantasy ou romantasy, et je suis assez d'accord, donc ce qu'on fera c'est que demain, parce que même moi je pense que je vais en avoir marre là. Donc demain je continuerai quand même la petite boutique des sortilèges que j'essaierai de terminer en audio, mais je rebasculerai sur des textes plus divers. Donc je vous avais vraiment parlé du fait que j'avais envie de lire des textes un peu étranges et je me suis pas donné à cette tâche de manière aussi assidue que je l'aurais pensé. Donc à minima je vais essayer quand même de lire Le Nez de Gogol soit aujourd'hui si j'ai le temps, donc si je commence celui-ci brièvement, mais vous l'avez vu, c'est écrit très gros, peut-être voilà en parallèle entamer donc Le Nez ou même le lire en entier parce que c'est seulement 70 pages. Et je vous avais dit aussi, et il faut que je m'y mette, Les Misérables, parce que dans l'idéal je ferai 2 vlogs de ce type qui vont se suivre, donc ça s'arrêtera au terme de 7 jours si les clips ne sont pas trop longs, parce que là j'ai vraiment l'impression que vous avez une quantité, enfin moi en tout cas j'ai une quantité de temps de rush en fait, avec des temps de parole conséquents qui, j'ai pas envie que ce soit trop long non plus pour vous. Donc je vais voir de quelle manière je procède. Mais en tout cas, je vais attaquer celui-ci. Je sais pas si ce soir je vous filmerai mon avancée. Je vous dirai peut-être simplement où est-ce que j'en suis. Ou alors on fera un point demain matin comme ce matin. Mais je suis pas sûre de vous reprendre pour étayer plus en avant mon opinion sur les lectures que je vais entamer et continuer. Quoi qu'il en soit, je sais plus ce que je voulais vous dire. Donc on va en rester là, c'est que j'ai trop parlé. Je vous dis à plus tard. Oh, je suis désolée, je viens de me rendre compte de mes cheveux et ma tête un petit peu fatiguée. Bon, c'est pas grave. Nous sommes le 2 avril, il est 10h38. J'ai très mal dormi, donc l'avantage c'est que j'ai lu tôt, enfin j'ai commencé à lire tôt, ce qui est le principe même de cet engagement que j'ai voulu prendre, de lire le plus de pages possible en 7 jours. Mais je dois reconnaître que cette matinée elle est un peu éreintante, c'est-à-dire que cette action de prendre une douche était déjà un challenge assez conséquent. Je suis désolée, je prends des notes en même temps puisque je note la date, et ce que j'ai lu pour le moment. Donc on fait un petit point sur hier soir. Hier soir avant de me coucher, j'ai eu le temps de lire 71 pages de Le Scorpion et la Fleur dans la Nuit qui est ici. Bon, je vais débriefer rapidement avec vous sur ce que j'ai pu en lire, mais en réalité je vais pas segmenter les 2 parties de ma lecture parce que donc j'ai lu 71 pages hier soir, ce qui a porté la totalité des pages lues
pour ma journée d'hier, lu seulement, pas écouté, j'ai pas fait d'audio hier, à 372. Donc là, le Scorpion et la fleur dans la nuit aujourd'hui, donc ce matin, j'ai lu, d'ailleurs je vais pas l'écrire parce que il faut que je le termine aujourd'hui, enfin je vais essayer de le terminer aujourd'hui et ensuite de me lancer dans quelque chose d'un petit peu différent. Là tout de suite je suis page 209, donc j'ai quand même lu 120, 130 pages. Si on compte pas les pages blanches et les pages d'interchapitres. Bon, j'aime bien. Franchement, c'est pas mal. Après, ça va beaucoup trop vite. Je crois que je suis trop habituée maintenant aux sagas en matière de fantasy ou de romantasy. C'est-à-dire que j'ai cette habitude de voir les choses être amenées de manière subtile où les événements ne pas s'enchaîner les uns les autres, ou ne pas se superposer, mais bien plus s'échelonner sur un temps long qui rend la chose, je dirais, un petit peu plus crédible. Là, le roman souffre de cette carence-là, c'est que on veut faire tenir en 370 pages un univers de fantasy qui est assez dense, parce qu'on parle notamment des démons, on parle de créatures du folklore chinois, et c'est vrai que c'est très intéressant tout ce folklore chinois, justement, toutes les descriptions qui sont faites. On a notamment des descriptions des soieries, des palais aussi, on a vraiment aussi une approche de l'image de la mer et de l'océan qui est drastiquement différente de celle qu'on a en Occident. Donc c'est vrai que cette rupture, elle est intéressante parce qu'elle rend le texte par essence poétique pour un lectorat qui est étranger, je dirais, à cette poésie, à ce lyrisme autour de l'océan, en tout cas tel qu'il est ici. Nous aussi on en a un en Occident, mais il y a très différent. Là ici je trouve qu'il y a vraiment un rapprochement RO qui est fait, donc si vous aimez tout ce qui est lié aux descriptions sensorielles et aux éléments, moi ça m'a presque fait penser, alors pas du tout dans la composition du texte, mais disons que ça me fait cet écho de la théorie des correspondances chez Baudelaire, bon, qui est largement exposé dans le poème Correspondance, mais aussi plus largement dans tout son travail de critique d'art et dans son travail artistique, où finalement il établit donc cette jonction entre chacun des sens et cette espèce de fusion de la sensorialité qui crée une expérience mystique du réel en quelque sorte. Et c'est vrai qu'on retrouve ça dans chacun des événements, enfin des éléments décrits au sein du texte, parce que vous avez, comme je vous le dis, cette esthétique que qu'au 19e, je pense, les auteurs auraient appelé l'orientalisme, hein, finalement. Et bon, que nous, aujourd'hui, on n'appellera pas comme ça, parce que l'autrice est née à Paris, qui plus est, donc elle a cette double culture qui fait que, je dirais, elle va puiser un petit peu dans les deux. On a le côté hyper consensuel d'un texte qui se veut construit avec une héroïne qui est marginale, on le sait, hein. Alors elle a un pouvoir particulier, mais on ne sait pas lequel. Dès le départ, elle tombe sur une espèce de mot de son père qui lui dit qu'il compte sur elle pour accomplir un certain nombre d'actions, mais en réalité on sait pas pourquoi on comprend pas véritablement encore pourquoi c'est elle, et elle ne le comprend pas non plus. Donc il y a cette espèce d'attente, je dirais, et on sait de manière certaine que cette héroïne, elle va avoir un rôle dans l'histoire, certes, puisque c'est l'héroïne, mais même dans la société et dans les sociétés, parce que on croise ici plusieurs choses, je vais vous expliquer juste après. Bref, elle va avoir un rôle qui va être hors du commun et qui va pas pouvoir être... qui aurait pas pu être dispensé à quelqu'un d'autre, ou qui ne peut pas être endossé par quelqu'un d'autre. Donc on a deux mondes. On a le monde humain classique dans lequel évolue donc encore la sœur de notre héroïne qui a 14 ans et sa mère qui a eu une partie de son cœur dévorée par un démon et qui de ce fait n'est pas consciente du monde autour d'elle. Donc l'héroïne a réussi à trouver une espèce de palliatif à la dégénérescence de cette... je sais pas si c'est une mutation à proprement parler, mais de cette maladie qui la gangrène, c'est qu'elle lui donne donc des fleurs de lotus qu'elle va chercher au clair de lune tous les mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Et en même temps donc arrive l'intrigue principale du roman, qui est donc ça, c'est je dirais l'élément qui va donner le feu et l'adrénaline à notre héroïne pour... vivre tout ce qu'elle a à vivre. Et donc dans le même temps, je crois que c'est chaque année, mais j'ai pas bien compris cet aspect là parce que c'est mentionné une seule fois par un des immortels. Vous avez donc les immortels qui sont 9 je crois, ou 8 êtres humains qui avaient réussi à passer du monde des hommes au monde des dieux, et pour les récompenser, donc ces dieux leur avaient donné, enfin un des dieux leur avait donné une goutte de son sang qu'il avait transformé en perle, donnant ainsi l'immortalité à ces humains. Et ces humains, ils animent une espèce de... Alors ils animent, on dirait que c'est à la télévision, c'est pas à la télévision, mais ça a un aspect divertissant.
ils animent une espèce de battle royale finalement. Puisque d'affrontement comment on appelle ça, je suis fatiguée ce matin, tournoi, voilà, le mot était pourtant très simple. Donc dans cette espèce de tournoi, évidemment, il faut qu'il y ait qu'un survivant et chacun il va de son grain de sel, de sa particularité, parce que chacun a un don spécifique. Donc notre héroïne, elle a 6 lames. Ce sont des lames un petit peu arrondies. Alors moi, les scènes de combat, je les visualise exactement comme dans Ghost of Tsushima. Je fais pas exprès, mais c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de descriptions avec des fleurs, et avec, je vous disais, cette proximité avec l'eau et avec l'air, et je peux pas m'empêcher d'avoir cet imaginaire autour de Ghost of Tsushima, même si Ghost of Tsushima se déroule au Japon. Et donc le jeu vidéo, je vous mettrai une photo ici. Et voilà, moi je trouve que c'est très sympa. Après bon, bah forcément il y a une romance et je trouve que ça fait beaucoup. Disons que l'enjeu de sauver la mère, venger son père, donc il s'est fait tuer par un démon, aider sa sœur, donc récupérer la perle d'immortalité pour sauver sa mère. Plus donc là il y a une nouvelle intrigue qui vient donc je peux pas vous révéler, enfin je pense pas, mais en gros il se passe un événement qui va remettre en question pas mal de choses parce qu'il y a des règles du tournoi qui n'ont pas été respectées et qui remettent en question donc la manière dont les immortels vont percevoir les humains qui sont présents à ce moment-là. Et donc ça fait une seconde intrigue plus la romance. Alors la romance elle est amenée très très tôt, même si je dirais que c'est assez subtil parce que bon ça se veut être un enemies to lovers, donc vraiment c'est à dire que le garçon incarne mais on sait franchement si vous avez un petit peu lu ce type de trame narrative, vous savez déjà que le garçon incarne tout ce qu'elle va détester et qu'en fait elle va devoir passer au-delà de ces griefs afin de construire une relation avec lui qui va être saine et d'entraide, etc., etc. Et il va toujours être là pour la secourir, etc., etc. Donc là-dessus, c'est pas très original, mais c'est vrai que le fait que ça se déroule donc avec toute une exposition de certains mythes et de certaines créatures du folklore chinois, je trouve que c'est intéressant. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile l'identification des noms au départ, mais je dirais que c'est un petit peu le même effort à faire en amont qu'avec Dostoïevski. C'est des terminologies auxquelles on n'est pas forcément habitué, mais force d'effort et de lecture, ça devient hyper spontané, hyper compréhensible, donc n'ayez pas peur de cet aspect-là. Bon après certes, je lis beaucoup de mangas, mais les sonorités japonaises et les sonorités chinoises sont tout de même assez différentes, surtout dans les parties écrites, c'est-à-dire que, alors même si vous avez déjà écouté l'adaptation d'un manhwa par exemple, c'est très différent le japonais et le chinois, mais je dirais que, si vous êtes déjà familiarisé avec le japonais, vous avez déjà fait un pas vers une langue qui est très très différente de la nôtre en termes de consonance. Le chinois est encore très différent du japonais, mais vous avez déjà été familiarisé avec ce mécanisme, je dirais, de familiarisation avec une langue très différente. Bref. C'est pas mal, j'aime bien. Je pensais pas en fait, j'avais peur de l'abandonner au départ parce que je trouvais que c'était un petit peu trop surfait dans les descriptions faites, parce qu'à la différence de certains passages des livres précédents où j'avais l'impression que en fait j'aurais pu sauter les descriptions, là je peux pas les sauter, j'ai pas forcément envie de le faire. Mais au départ, j'avais cette antipathie pour la langue qui se voulait un peu snob, je trouvais en fait. Moi, j'ai beaucoup de mal avec lorsqu'il y a une rupture entre le langage parlé et le langage des descriptions, parce que en fait, la narratrice, c'est la même personne puisqu'on est sur une narration personnage, donc avec un narrateur qui est le protagoniste principal de notre histoire. Donc en fait, je vois pas pourquoi il penserait différemment de ce qu'il parle. Je trouve ça trop drastique, ou tout du moins ça arrive. Enfin, il y a plein de moments où j'adapte mon registre de langue et je pense qu'on le fait tous, mais peut-être pas de manière aussi significative. C'est-à-dire que là, on a carrément l'impression parfois que on est face à un autre individu. Et l'autre défaut, et là pour le coup, je pense que c'est un défaut de traduction, parce que vraiment c'est l'usage de la ponctuation. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas qui a je sais pas ce qui a relu ce livre, parce qu'en réalité, c'est pas seulement un problème de la traductrice. Là, pour le coup, je pense que c'est un collectif qui travaille sur la chose. Donc, la traduction est jolie, je vous le disais, la langue est plutôt c'est une jolie langue, mais par contre l'usage des parenthèses, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, c'est à dire que d'un coup on va avoir l'héroïne qui parle et on va avoir j'acquiesce entre parenthèses, pardon, et je me dis mais
les parenthèses n'ont jamais servi à ça. Jamais. Il n'y a aucun code classique et même contemporain. J'ai jamais vu ça même dans le nouveau roman qui veut s'absoudre des règles classiques. On n'a pas ça. Mais pour moi, c'est vraiment une faute. Et c'est une faute qui me sort du texte en plus. Donc c'est beaucoup dans l'exposition des échanges entre les personnages. Donc c'est beaucoup j'acquiesce, je demande, je questionne en m'approchant de lui tout en regardant je sais pas, la pluie qui tombe, que sais-je. Donc parfois des phrases qui sont assez longues, bien ces longueurs, je les ai trouvées, pas des longueurs à proprement parler, mais leur insertion dans le texte, elle est vraiment problématique à mon sens. Et d'ailleurs, je trouve pas ça très bien parce que c'est pour un lectorat qui est quand même assez jeune, je pense. Et je sais pas, je pense que l'usage de la ponctuation, c'est quand même quelque chose d'important dans la construction d'un texte, dans ce que ça dit d'un texte, et même, je dirais, dans le fait que dans toute langue on a des déviances et des choses, alors pas forcément au sens négatif, mais des ruptures. Mais si sur la ponctuation on se met pas d'accord, je vois difficilement comment on peut se comprendre. Parce que la mise entre parenthèses, ça a une signification particulière, enfin ça a des significations particulières, mais celle-là n'en fait pas partie. Donc je comprends pas. Voilà, c'est mon petit bémol. Après je vous dis, sinon ça reste pas mal. Je pense le terminer rapidement là. Donc 209 pages, ça veut dire qu'il m'en reste combien? On va regarder ça. Je crois qu'il m'en reste 160 si je me rappelle bien. Un peu plus, ouais. 162, 163. Donc ouais, je vais terminer ça rapidement. Et je reviendrai vers vous. Ce que je voulais lire après, je vous l'avais dit, c'était Le Nez de Gogol. Et donc aujourd'hui je pense que je vais essayer de lire ça aussi. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour le 5e jour de ce challenge. J'étais en train de chercher, j'aurais peut-être pas dû lancer la caméra tout de suite. Je me caille, je sais pas pourquoi. J'étais en train de chercher le nombre de pages des éditions Piliers de Demon Slayer, parce que j'ai vu 3 tomes aujourd'hui, donc le tome 3, le tome 4 et le tome 5. Et j'avais pas le nombre de pages. Donc je vais aller sur le site de Panini, c'est la maison d'édition, et on va regarder ensemble. Je vais séparer, je pense, donc le conte manga, audio et lecture type roman et nouvelle, parce que c'est pas tout à fait la même chose quand même. Alors oui, c'est des nombres de pages, mais en même temps c'est un peu différent, c'est pas le même temps de lecture. Et je comprendrais que lorsque vous voyez la vidéo, vous ne considériez pas ça comme des pages lues, entre guillemets, même si à mon sens ça reste des pages lues. Donc alors que je trouve, on cherche les éditions Piliers, donc le 3, le 4 et le 5. Et peut-être que tout à l'heure je lirai le 6, je sais pas, mais là j'allais terminer Le Nez de Gogol que j'ai commencé. Donc alors commençons. Le tome 3, il fait 584 pages. Vous voyez, c'est pour ça que... Donc je précise que chaque fois, donc c'est 2 ou 3 tomes par édition Pilier. Donc 584 plus 576 plus... Donc ça c'était le 4. Et le 5, donc 568. Hop. Donc ça c'est mon total pour le manga aujourd'hui. Mais en sachant que voilà, comme je vous le disais, il est seulement 19h, donc c'est étonnant d'ailleurs d'avoir cette luminosité à 19h. Je suis encore surprise du changement d'heure, c'est agréable. Donc alors faisons le calcul, ça fait 584, on a dit, plus 576 plus 568. Donc avec les mangas, juste manga, on est à 1728 pages. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, ça m'a pris ma matinée aussi, mais c'est pas mal. Ensuite, je suis partie me promener. J'ai terminé la petite boutique des sortilèges en audio. Et donc j'ai commencé Le Nez de Google, comme je vous le disais. Mais avant ça, je vais faire le point sur hier parce que j'ai terminé ce livre aussi, qui était donc
Le Scorpion et la fleur dans la nuit. Eh ben j'ai trouvé ça vraiment pas mal, mais je suis extrêmement frustrée parce qu'en réalité c'est un tome 1. Alors soit c'est un tome 1, soit la fin ne me satisfait absolument pas, c'est au choix. Donc soit la fin est bâclée et pas qualitative, soit c'est un tome 1. Donc je pense qu'on va partir de l'idée que c'est un tome 1, parce qu'à mon sens je vois difficilement comment ça pourrait s'articuler comme un tome unique au vu des enjeux qui sont présentés et de la finalité que propose ce tome-là. Et en même temps, toute la quête principale, c'est-à-dire la mission qu'avait cette jeune fille concernant sa mère et le tournoi, etc. Tout ça, ces enjeux-là, en fait, ils sont déjà... ils sont cochés. Donc je sais pas quoi en penser. Ça m'inquiète un peu. Parce que comme je vous le dis, soit c'est un livre que j'ai trouvé plutôt sympa, assez original, avec toute cette mythologie chinoise, et les enjeux aussi qui restent très superficiels parce qu'on est sur un livre de 350 pages dans lequel il y a moult et moult choses qui se produisent, donc forcément on est obligé de faire l'impasse sur certains points, mais en même temps j'ai trouvé que voilà, c'était pas mal. Je vais pas plus épiloguer parce que ça rejoint un petit peu tout ce que je vous avais dit jusque là, toujours très énervée par cet usage des parenthèses que je ne comprends pas au sein de cette œuvre, mais en dehors de ça, voilà, je vais passer un bon moment de lecture. La petite boutique des sortilèges, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était ultra cosy. Alors je sais que voilà, c'est pas un grand livre de littérature, qu'on soit clair, je suis pas en train de dire que ça révolutionne le genre, etc. Mais moi je ne connais que très peu la cosy fantasy, et je dois reconnaître que là j'ai complètement adhéré au fait que il n'y a rien de problématique dans ce livre en fait, du tout. C'est vraiment une parenthèse de douceur, puisque vous avez donc cette héroïne qui retourne sur son île natale, qui s'installe dans la chaumière de ses parents, qui se met à faire des confitures et qui en même temps doit cacher qu'elle a un certain savoir en matière de magie, et surtout qu'elle est détentrice de nombreux ouvrages parce que les ouvrages sont interdits hors des classes sociales hautes du royaume et des bibliothèques. Elle, c'est une ancienne bibliothécaire. C'est une héroïne qui est marquée par pas mal de traumatismes, dont l'incendie qui a ravagé la bibliothèque dans laquelle elle travaillait, et qui compose avec son anxiété, son stress. Ça la rend extrêmement humaine, et en même temps les relations qu'elle va tisser avec les gens sont donc, en arrivant dans ce nouveau lieu qui va la forcer à sortir de sa zone de confort. J'ai trouvé les relations super saines et crédibles. Il y a un seul bémol, c'est qu'à la fin du livre, il y a une phrase qui m'a choquée qui dit en gros, en quelques jours, en gros comme si toute l'intrigue du roman s'était déroulée sur quelques jours. Et là par contre ça m'a surprise, parce que je dis wow, en termes de temporalité, moi j'imaginais une temporalité beaucoup plus longue, parce qu'il se passe beaucoup trop de choses et que les liens entre les personnages sont quand même assez forts, donc on a besoin d'un temps assez concret, assez établi, assez durable pour établir ce type de relation avec les personnes. Mais en fait, si vous mettez de côté ce détail-là et que vous vous fiez à une temporalité que vous imaginez, parce qu'il y a une seule mention finalement du temps qui passe et c'est celle-ci, je ne vois pas en quoi le titre est problématique. Au contraire, enfin, je le trouve vraiment très bien, et pour tout vous dire, je suis impatiente de lire le tome 2. Aujourd'hui, d'écouter le tome 2 ou de le lire, je verrai, parce que là j'avais un petit peu alterné, mais très légèrement. D'ailleurs, j'ai pas compté les pages, parce que il y a peut-être une trentaine de pages que j'ai lues, tout le reste a été fait en audio. J'ai commencé Le Nez de Gogol, mais j'ai seulement lu 10 pages. Pour l'instant, le ton est extrêmement sarcastique et drôle, très second degré, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est une nouvelle qui fait 70 pages et que je suis en plein dedans. Donc je vous ferai un point un petit peu plus tard. Et ensuite, j'espère qu'on va pouvoir commencer un autre titre un peu bizarre ou quelque chose de ce genre-là, ou rester dans de la fantaisie, parce qu'au finalement, j'étais pas trop mal là-dedans, mais je sais pas. J'ai du mal à me décider. J'ai reçu 3 livres de la part des éditions Albin Michel aussi. Je sais pas où je les ai mis. Ils ont dû rester. Ah, ils sont là-bas. Et il y a un titre de fantasy justement. Attendez, je vais regarder. J'ai reçu Profileuse. Ça, c'est un titre assez bref de donc la commandante Audrey Renard, et c'est bon, ça parle de scènes de crime et de pas mal de procès de serial killer, etc. Et ensuite, donc, c'est celui-ci peut-être qui me tentait, parce que ça se déroule au Japon à la fin du 16e. Et donc, c'est Les Jardins du Temps d'Émilie Kerbalek, qui est une autrice qui est née au Japon.
je trouvais que ça pouvait être intéressant. Donc on a un temple qui est attaqué par des troupes. Et au sein de ce temple est retrouvée la tête de... Je sais pas si c'est d'un empereur, d'un personnage, bref. Et en fait, cette tête qui est censée être là depuis X temps, il se trouve qu'elle donne des signes de vie. Donc elle date du Japon féodal et il se trouve qu'elle donne des signes de vie. Donc je trouvais que ça pouvait être intéressant. À l'intérieur, il y avait cette petite carte qui est très jolie avec un petit mot de l'autrice. Et voilà, je me suis dit ça pourrait être cool, éventuellement, si je reste sur de la fantaisie. Et le troisième, c'est celui-ci, mais de toute façon, je vous parlerai de tout en book haul, ce sera plus simple. Voilà, donc grosse hésitation pour l'instant, en sachant que bon, bah, ça a été une journée quand même majorité graphique. Et mine de rien, je suis contente d'avoir avancé sur Demon Slayer. Le problème étant, je me suis arrêtée à là où j'en suis dans l'animé. Donc j'ai pas encore découvert la suite des aventures des protagonistes et j'espère pouvoir le faire rapidement. Je pensais les lire ce week-end. J'aurais bien aimé en fait au terme de cette semaine avoir lu, puisqu'il m'en reste 3 d'édition pilier, donc le 6, le 7, le 8. Et j'aurais bien aimé les avoir lus pour clore la saga, avoir rempli donc une partie de mon engagement sur ma pile à lire du printemps dans le cadre du challenge un petit peu que j'avais fait avec mon copain, comme je vous l'ai montré sur ma palle printemps. Voilà, donc il y a un peu tout ça qui se mélange et je sais pas trop, je vais me laisser porter, je vais pas trop me forcer non plus. Ce week-end, je vais pas pouvoir beaucoup lire, donc j'hésite même pour tout vous dire en fait à clore au samedi, donc à demain, ce petit challenge. Parce que dimanche, je pense que je lirai pas du tout, ou alors peu. Et lundi, je pense que ça va être compliqué aussi, parce qu'on a pas mal de temps de voiture, puisqu'on va avoir nos familles. Je sais pas, on va voir. Je vous tiens au courant, de toute façon, je vous dirai ce que j'ai choisi, ce que j'ai lu, ce que j'ai avancé. On fera le point sur le jour 6, en sachant que, encore une fois, voilà, rallonger d'un jour, c'est aussi rallonger ce vlog, et pour vous, ça doit être... Enfin, j'espère que c'est pas trop long. Bon, je vous dirai plus tard. Bon, cette fois, je viens pour faire le 5e jour que je n'ai pas fait, puisque je dois reconnaître que là, il y a un temps de battement. Le 5e jour, c'était donc le 3 avril et nous sommes aujourd'hui le 9. Donc, c'est dire à quel point j'ai pris du retard sur ce vlog qui va finalement se découper en 2 parties. Donc, on aura... Je sais pas. Peut-être que... Je sais pas comment faire en fait. Je sais pas si je vous ajoute 2 jours de lecture intense... même s'il y a un différentiel parce que finalement je n'ai pas lu les 4-5 derniers, enfin j'ai pas beaucoup lu, j'ai lu mais j'ai pas beaucoup lu et c'est vrai que du coup ça ne reflète pas ce que véritablement j'ai pu consulter durant la semaine dite, puisque le souci étant que jusqu'au vendredi j'ai pu lire de manière assez outrancière. Mais dès que le week-end est arrivé, donc comme je vous le disais, on allait voir nos familles et dans ce contexte-là, je ne pouvais pas lire, ou alors lorsque je l'ai pu sur d'infimes portions qui finalement ne sont pas révélatrices de quoi que ce soit. Je vais simplement me permettre de noter quelque chose parce qu'il y a tout de même 2 titres que j'ai terminés, donc le 10 jours, donc le 5e, qui donc sont... dont il faut que je vous parle. Donc le premier, je l'ai noté, c'est le nez de Gogol, je vais vous en parler juste après puisque donc je l'ai terminé. Et le second, c'est le Mont Analogue qui était... Enfin bon, on en parle juste après. Hein. Donc celui-ci faisait 100 pages. Donc pour vous donner un ordre d'idée sur ce que j'ai lu, en théorie là on est bon. Donc premièrement, j'ai lu les tomes 3, 4 et 5 et des éditions piliers de Demon Slayer, qui sont les éditions qui sont ici. Un tome compte environ 2 tomes et demi de l'édition classique. Donc ça a quand même représenté un temps de lecture assez conséquent. Ça m'a pris la matinée complète et en sachant que j'ai mangé très tard ce midi-là, je ne saurais même pas vous dire si ça a pas rogné un petit peu sur un bon début d'après-midi. Ensuite, donc j'avais eu énormément de mal à dormir et il se trouvait que le nez de Gogol ne faisait pas 72 pages comme je vous l'avais mentionné précédemment, mais 40 puisqu'il y avait un dossier assez long ensuite.
Je me suis ensuite plongée, parce que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une sélection de livres étranges. Voilà pourquoi voilà les limites de l'IA. Donc effectivement, il y avait le nez à l'intérieur que j'ai lu, qui effectivement, je dirais, propose une certaine forme d'étrangeté qui n'était pas celle que je recherchais. Dans les titres proposés, il y avait en revanche un livre dont je n'avais jamais entendu parler et que j'ai beaucoup aimé, et qu'il faut que je rajoute, donc, qui s'appelle Bartleby, et qui est un livre de Melville. C'est ma première lecture de Melville, et franchement, j'ai trouvé ça assez sympa. Bon, je vous en parle juste après. Et enfin, Le Monde analogue de René Daumal. Donc on va partir simple. Les tomes 3, 4, 5 de Demon Slayer, pour vous donner un ordre d'idée, ça compte 1728 pages. Alors je vais les compter, mais je vais les compter à part. Donc on aura le compte graphique, le compte lecture audio et le compte lecture tout court. Je pense que c'est beaucoup plus raisonnable et révélateur de ce que j'ai véritablement fait et de la manière dont j'ai lu. Donc ces tomes 3, 4, 5 qui sont très bien, ils couvrent une période qui de toute façon pour l'instant est couverte par l'animé, donc je n'ai pas eu de grandes surprises. J'aimerais lire les tomes 6, 7 et 8 par exemple, si je décide donc de rajouter 2 jours à ce vlog, j'aimerais bien terminer la saga. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup, je vais pas vous refaire le couplet, on est sur un univers fantastique qui reprend les codes d'un Japon semi-médiéval, je dirais, ou un petit peu plus tardif. Mais vous avez des codes qui sont très propres à l'univers du ninja par moment. Donc l'univers des démons, des piliers, etc., etc. Donc en gros vous suivez Tanjiro qui a perdu sa famille, donc ça c'est dans le premier tome, et qui va devenir chasseur de démons puisque ce sont pourfendeur de démons, puisque ce sont les démons qui ont tué sa famille et que sa jeune sœur Nezuko s'est transformée donc en démon. Et nous on va suivre toute son histoire qui donc est portée par je ne sais plus combien de tomes exactement. Mais vous avez donc un démon absolu qui est Muzan, qui a transformé donc la totalité des démons qui existent, qui sont sous son joug absolu, qui lui doivent une obéissance totale. Et Nezuko, elle arrive à se soustraire de ça sans qu'on sache véritablement pourquoi, et Tanjiro va tout faire pour la sauver. Donc dans le tome 5, on est déjà dans l'arc de l'entraînement des piliers. Ensuite, j'ai terminé la petite boutique des sortilèges. Non, 2 sortilèges, je fais que dire des sortilèges, mais c'est 2 sortilèges. À ma grande surprise, j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc c'était en audio, comme je vous l'ai dit. Alors c'est pas un premier tome, mais donc il y a un spin-off qui est sorti qui va être donc consacré à la sorcière qui est à l'origine du petit compagnon arbre que l'héroïne a donc dans la petite boutique de sortilèges. Et j'ai adoré le cadre hyper cocooning, hyper doudou. Je suis désolée pour tous les anglicismes qui vont suivre, mais le côté donc cozy fantasy, c'est quelque chose qui je ne pensais pas, mais fonctionne plutôt pas mal avec moi, surtout dans une phase comme celle-ci où j'étais très fatiguée. Là ça m'a permis d'aller promener parce que je vais quand même beaucoup marcher en ce moment, donc je prends du temps pour écouter des livres, et c'est vrai qu'être bercé au son, au rythme de la vie insulaire de ces personnages, il y avait un petit côté Animal Crossing presque, j'aime beaucoup. Alors oui, il y a de la romance, c'est pas forcément le centre du récit d'ailleurs, mais j'aime beaucoup le côté fond de family. Donc nous on suit une jeune fille qui a fui la capitale parce que sa librairie a brûlé, elle a voulu sauver des livres, les livres sont interdits ailleurs que sur le continent. Il y a tout un tas d'enjeux en fait finalement qui sont tout à la fois donc politiques, éthiques, humains, sociaux, et franchement, je trouve que c'est bien fait, c'est simple. Encore une fois, ça n'a rien de prétentieux, mais je trouve que c'est hyper fonctionnel, et je lirai donc le spin-off que je vous mets en photo ici très prochainement, je pense. Il faut que je me le procure. Il n'existe pas encore en audio. Je me demande si je ne vais pas privilégier l'audio pour ce second tome aussi, on verra bien, parce que je trouve que c'est hyper agréable à écouter. Vraiment, c'est tout ce qu'on imagine dans un cadre très, très doux, et ça, pour moi, c'est une grande qualité. Encore une fois, on cherche pas tous les mêmes choses dans nos lectures. Je pense qu'il y a plein de moments de vie aussi qui ne nous poussent pas vers le même sens et vers les mêmes attentes, mais moi j'ai beaucoup aimé cette lecture. Peut-être que ça n'aurait pas été le cas dans un autre contexte. Le nez de Gogol, alors donc c'est une petite nouvelle qui fait 40 pages,
dans laquelle vous suivez un barbier qui trouve un nez et qui se demande d'où ce nez provient. Ce nez, finalement, il appartient à un homme un petit peu aisé qui donc se réveille ce jour-là sans son appendice nasal. Voilà. Et donc de là découle une espèce d'enquête complètement loufoque pour retrouver ce nez, pour le refixer, mais le nez a une espèce de volonté d'indépendance qui est mentionnée, je dirais. Ça reste quand même assez léger et superficiel. Je trouve qu'en fait, pour ce qu'il est, le texte, il est super intéressant, c'est-à-dire pour la prouesse absurde et rocambolesque. Mais sorti de ça, j'ai pas trouvé que c'était un titre très intéressant et c'était ma première lecture de Gogol, donc j'avoue que j'ai pas de point de comparaison. C'est pas ce que je préfère dans la littérature russe pour l'instant, évidemment, mais j'ai trouvé que ça restait... voilà, c'est un petit texte qui est intéressant à lire. Disons que c'est tellement hors du commun que ça peut, pourquoi pas, vous apporter quelque chose d'un peu différent, d'un peu novateur, avec des émotions qui tendront plus vers, je dirais, la surprise, voire parfois le fait d'être démuni, parce que vous vous dites, mais c'est un peu trop... C'est un peu alambiqué, voilà. Mais ça reste très sympathique et ça montre que la littérature peut aussi permettre de prendre des biais qui sont tellement libres que, voilà, que le lecteur peut se montrer, encore une fois, complètement démuni. Ensuite, donc, j'ai lu, comme je vous le disais, mon premier titre aussi de Melville, avec un titre qui fait 50 pages, qui s'appelle Bartleby. Et j'ai beaucoup aimé ce titre. Mais alors, par contre, effectivement... Pour le coup, bon là, ChatGPT avait bien rempli sa comptine de l'étrangeté. C'est-à-dire que c'est un titre qui traite d'un homme qui travaille dans une espèce d'agence comptable, notable, enfin notaire, ce que vous voulez. Je vous avoue que c'est un peu flou, mais en tout cas dans l'administratif. Et cet homme va avoir besoin donc d'embaucher de nouvelles personnes et va donc passer une annonce. Je sais pas si on suit pas le passage d'annonce forcément, mais donc il va embaucher cet homme donc Bartleby. J'espère que je le prononce bien. Et donc Bartleby va évoluer dans ce cabinet. Il me semble que c'est d'avocat maintenant que j'y pense. Comme copiste. Et petit à petit, c'est comme si l'absurde du métier de bureau allait contaminer l'homme et le pousser à refuser les tâches que son supérieur hiérarchique lui confie. La particularité étant que tout le caractère complexe et marginal du personnage repose sur le fait qu'il prononce toujours la même phrase qui est « je préférerais ne pas ». Donc lorsque son patron lui demande quelque chose, il va finir donc par prononcer cette phrase systématiquement et donc se soustraire à ses obligations professionnelles. Le souci, c'est que donc le refus progressif des tâches qu'il doit accomplir va mener à une situation complexe qui est celle que ses collaborateurs le voient ne pas travailler, s'interrogent, s'énervent parfois, en rient, peu importe, enfin ont diverses réactions en tout cas, et son supérieur hiérarchique doit prendre une décision parce qu'il ne peut pas conserver la charge d'un homme qui n'est pas productif au sein de son cabinet. Petit à petit, on se rend compte que cet homme, bien au-delà de se soustraire à ses activités professionnelles, il ne quitte jamais le cabinet d'avocat, c'est-à-dire qu'il y dort, il y mange, il ne quitte pas la petite zone de son bureau. À tel point que le chef d'entreprise en arrive à un stade où il choisit de déménager les locaux de son entreprise, et même lorsque son entreprise est délogée, l'homme va rester au sein du bâtiment. Et je ne vais pas vous en dire beaucoup plus parce qu'en réalité c'est un petit texte assez absurde là aussi, mais que je trouve parfaitement mené, très intelligent, bien écrit et bref certes, mais qui arrive à souligner toute l'aberration de la bureaucratie parfois, tout en abordant évidemment d'autres choses, mais je trouve qu'il met très bien en exergue ce que Melville souhaite dénoncer. C'est assez surprenant parce que c'est un petit peu l'idée de l'absurde et du vide existentiel poussé à son paroxysme, parce que ce personnage, il va finir mal, même très très mal, parce que son refus de toute chose va le mener
très loin, je peux pas vous en dire plus, j'ai pas envie de vous révéler la suite de l'histoire. Mais en tout cas, c'est un ouvrage qui va au bout de son propos, qui le fait avec beaucoup alors avec beaucoup d'aplomb, mais en même temps avec beaucoup d'intelligence aussi. Je trouve que c'est marrant qu'un titre puisse à la fois être aussi bref, explicite et en même temps subtil. Vraiment, je trouve que c'est la force des grands écrivains. Melville, il a écrit ce texte-là à un moment où il n'est pas spécialement connu, de ce que j'ai pu voir dans le dossier. Et finalement, il compose cela comme il composerait autre chose finalement, c'est-à-dire sans grande attente de réussite littéraire. Et pourtant, cette nouvelle, elle connaît quand même un certain succès, un certain engouement. Je la rangerai dans la littérature de l'absurde, mais je trouve que en fait c'est une belle exposition de pensée philosophique beaucoup plus poussée, et en ça c'est très beau. Et encore une fois, comme je vous le disais, il y a cette... Bon, alors, ce qui est premier, c'est vraiment la dénonciation de l'aliénation au travail, ça c'est vraiment premier. Mais vous avez tout ce qui est sous-jacent, donc va parler du vide existentiel, du problème du sens, de la quête du sens, de l'immobilisme aussi face à des situations qui nous semblent absurdes. En fait, des réactions face à l'absurde, et en cela, c'est assez fascinant de voir qu'il y a un écho aussi important dans les pensées humaines à des époques similaires. Voilà, donc je trouve ça assez passionnant. Il me reste plus qu'à vous parler d'un titre qui est donc le Mont Analogue. Et alors le Mont Analogue, mais là pour le coup, j'y suis allée en me disant... Bon, le résumé m'avait tenté d'une part. C'est un titre très très marginal. J'imagine qu'il y a des gens qui adorent. Donc c'est de René Daumal, c'est bien ça que je regarde sur ma liseuse, oui. Et c'est un texte donc de 1952 qui a été publié à titre posthume et qui est inachevé. Donc ça fait beaucoup de choses. Donc publié à titre posthume parce que René Daumal, il souffre, je crois que c'est de la tuberculose, et il va mourir assez jeune. Alors il a une passion pour bon nombre de choses, cet homme, notamment la philosophie, la géologie et la découverte plus ou moins de zones inexplorées jusque-là. Et en fait, ça va être le propos du Mont Analogue, ça va être la spéculation du fait qu'existe une montagne bien plus grande que les autres sur un axe qui fait qu'elle n'a pas pu être découverte parce que ses caractéristiques physiques dépasserait les règles de la physique classique, et finalement on ne pourrait pas parvenir au Mont Analogue d'une manière classique comme on pourrait le faire pour l'Everest par exemple. Donc ça c'est le propos initial. Nous on suit un homme qui est journaliste, qui a publié un article sur la question, et suite à cet article il reçoit une lettre d'un homme un petit peu illuminé, clairement, en tout cas c'est la perception qu'il en a et la première image qu'il en donne, qui souhaite absolument partir à la découverte de ce mont Analogue parce que pour lui, ce mont existe de manière certaine et indubitable. L'objectif étant donc par la suite de monter une expédition digne de ce nom. L'expédition, elle va être composée de multiples protagonistes qui ont des caractéristiques complètement différentes. La caractéristique commune étant, je dirais, l'envie de voyager et l'esprit aventurier. Je pense qu'il y a une dimension spirituelle aussi, c'est des gens qui sont en quête d'une spiritualité, en quête d'un espèce d'absolu. Ils vont donc prendre le bateau, se diriger vers ce mont en réalité, parce que l'espèce de savant fou a réussi à faire des calculs méticuleux permettant de positionner le mont sur une carte, et donc arriver là-bas où une société est mise en place, société qui est régie donc forcément par ceux qui ont eu le courage de gravir le mont Analogue, les autres restant donc au pied de la montagne. Et donc là je vous ai fait toute la trame, c'est vraiment toute l'histoire, puisque le récit s'arrête brutalement, donc nous n'avons pas de suite. En réalité il y a l'amorce de quelque chose, mais il n'y a pas de suite. Je trouvais que c'était hyper prétentieux, c'est-à-dire qu'il y avait des paragraphes entiers qui se veulent reprendre des passages de phénoménologie, mais d'une manière barbare et grotesque. Alors oui, il y a une part de moquerie, parce que l'auteur, dans ces moments-là, il fait référence à des personnages qui essaient de justifier leur comportement par le biais, je dirais, d'une argumentation qui se veut rationnelle, mais qui en réalité ne l'est pas. Mais le problème, c'est que ça arrive souvent, et ce souvent
Il m'a fait largement décrocher du récit. L'autre problème étant que je trouve que le début va trop vite. Alors c'est un récit qui n'a pas été peaufiné, qui n'a pas été travaillé, donc je vais avoir du mal à vous parler du style en tant que tel. Mais j'ai pas trouvé ça incroyable. J'entends la dimension science-fiction que beaucoup ont voulu calquer sur cet ouvrage-là, mais en ce qui me concerne, j'ai trouvé ça finalement assez... En fait, je pense que peut-être que à terme, le projet n'aurait pas paru aussi prétentieux, mais là, je trouve que c'est très prétentieux. Et ça m'a pas beaucoup plu encore. Il y a aussi cette volonté de parler de lois physiques et de savoirs scientifiques qu'on n'a pas forcément, donc qu'on vulgarise à outrance. Et ça non plus, c'est pas quelque chose qui me plaît dans la littérature de manière générale. Je peux l'accepter en science-fiction parce que ça me dérange pas, il y a vraiment la construction d'un univers à côté, disons que c'est un biais qui est pris, et pourquoi pas après tout, enfin qui suis-je pour dire que les lois physiques ne peuvent pas être... qu'on peut pas les dépasser pour parler d'autre chose, mais là j'ai trouvé que justement c'était... En fait c'est un petit peu C'était le marché, l'auteur prenait un petit peu ce qu'il voulait au sein de ses lois, et c'était trop... Ouais, pour moi, c'était trop bancal. Après, encore une fois, c'est un texte, je répète, inachevé, posthume. Donc, on peut pas attendre non plus que ce soit quelque chose de parfaitement ficelé. Mais, ouais, ça m'a pas transcendé, ce texte-là. Et d'ailleurs, ça m'a mis dans une mini panne de lecture, si je puis dire. Parce que depuis, pour tout vous dire, je devais me lancer dans Les Misérables. Au final, je l'ai pas fait parce que je me sentais incapable de mettre dans un gros livre. J'ai commencé Une fenêtre sur les ténèbres que je vous mettrai là de Rachel Gillick. Alors, je l'ai pas commencé le 5e jour, hein, donc je vais pas vous faire un point dessus. Mais j'ai lu 137 pages sur 354 en 3 jours. C'est vous dire à quel point j'avance pas en fait parce que je sais pas, ce livre il m'a mis dans un état un peu, je me suis dit mais à quoi bon? Alors après je suis toujours contente quand je tombe sur des titres dont on n'entend pas parler parce que ça me permet aussi de vous faire un retour sur des choses qui sont un petit peu différentes, mais là pour le coup la différence elle a pas payé, voilà. Alors on pouvait pas tout avoir, hein. Melville c'était très sympa, je sais que je pouvais pas tout avoir, mais Le Mont Analogue, waouh, pour moi c'était dur. Vraiment dur. Donc si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner vos avis, je serais curieuse de les voir. Mais en tout cas pour moi, ça l'a pas fait. Bon, on verra bien. J'hésite, je sais pas vraiment de quelle façon je vais procéder. On verra bien si je poursuis. Alors je me permets de vous dire au revoir maintenant et voilà, de vous demander de mettre un petit commentaire, un petit like sur la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et de vous souhaiter une très bonne journée, une très bonne semaine, très bon week-end, etc. Tous mes vœux de bonheur habituel. Mais voilà, je ne vous promets pas que ce vlog se termine maintenant, vous le savez, puisque vous savez la durée de la vidéo affichée, moi je ne le sais pas. Donc soit je reprendrai 2 jours où je me mets vraiment dans mes lectures, auquel cas je continuerai à filmer pour que vous ayez véritablement 7 jours, même s'ils ne sont pas consécutifs. Et si ce n'est pas le cas, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt.